Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce moment autour de l'incroyable histoire de la mythologie grecque parue aux arènes. Comme vous l'avez vu, sur les côtés, il y a des QR codes. Il faut les flasher pour vous inscrire, choisir un pseudo. Et après, c'est parti pour les questions. Et vous allez pouvoir choisir vos réponses en ligne. Et à la fin, les scores de tout le monde seront comptabilisés. Le vainqueur gagnera un exemplaire de la bande dessinée et un dessin de Philippe. Les suivants gagneront aussi un dessin de Philippe en fonction du nombre qu'il pourra faire durant l'heure. On va le faire blanchir sous le harnais, mais jusqu'à quel moment on va voir. Oui, tu as de l'eau, tu vois, ça va t'aider à en faire plus. Oui, je sais. Et bien entendu, le dernier gagnera aussi un exemplaire de la BD pour pouvoir réviser et travailler, ce qui est normal. Voilà. Merci. Donc, merci à Catherine Maury et à Philippe Bercovici d'être là pour partager ce moment festif autour de leur bande dessinée. Moi, j'ai le plaisir d'animer. Je suis Fabien Salès, je suis secrétaire général de l'APHG, l'association des professeurs d'histoire-géographie, et nous sommes un partenaire amical des arènes. Voilà. Je vous laisse une minute pour vous connecter. Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous arrivez tous à vous connecter ? Parce qu'il y a le QR code, mais sinon il y a le code PIN du jeu. Je ne sais pas si c'est plus simple. Si avec le QR code ça passe pas, vous pouvez aller sur Kahoot. Voilà, sur Kahoot, https://kahoot.it et taper le code PIN. Voilà. Ou alors, le quiz étant aussi un moment de favoriser la discussion avec ses voisins, vous mutualisez les téléphones. Et après, vous pourrez vous répartir les dessins de Philippe en petites parties, ce qui vous permettra de vous réunir tous les ans pour réassembler les morceaux et regarder le dessin entier. C'est une possibilité. Il va donner ses vêtements aussi. Ah. Bon. Alors, le quiz est progressif. Les premières questions sont simples pour vous permettre de vous chauffer, de vous dérouiller, de prendre en main Kahoot. Et après, ça va se durcir un petit peu. Donc, on s'échauffe bien. Non, on va attaquer, regardez. Déjà 5. L'incroyable histoire de la mythologie grecque. Vous êtes prêts ? Alors, on commence. Qui est la belle Hélène ? Alors, un dessert grec, qui est une spécialité de Sparte, l'épouse d'Homère, la plus belle femme du monde dans la mythologie grecque, ou Miss Grèce 2022. Pour ceux qui suivent les concours sur la scène internationale, à voir. Eh oui. Ah. Alors, on a un dessert grec. On a Miss Grèce 2022. On a la plus belle femme du monde dans la mythologie grecque, qui est majoritaire. Et on a 11 personnes qui pensent que c'est l'épouse d'Homère. Alors, Catherine ? Alors bien sûr, c'est la plus belle femme du monde dans l'Antiquité grecque, c'est Miss Antiquité. Et si la belle Hélène est Miss Antiquité, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est la fille de Zeus. Zeus s'est uni à Léda sous la forme d'un cygne, et c'est pour ça que la belle Hélène naît en sortant d'un œuf. Le fait qu'elle soit la plus belle femme du monde, ça pose beaucoup de problèmes à son père adoptif Pindare. Pourquoi ça lui pose beaucoup de problèmes ? Eh bien parce que tous les jeunes hommes veulent l'épouser. Le souci, c'est que si Pindare choisit un jeune homme, il se met à dos tous les autres prétendants. Comment résout-il le problème ? Il demande conseil au rusé Ulysse, et Ulysse lui dit « Voilà ce que tu vas faire. Tu fais promettre à tous les prétendants de respecter le choix du gendre que tu vas faire, et ensuite, tu leur fais promettre d'être solidaires si jamais quelqu'un veut enlever la belle Hélène.
et seulement à ce moment-là, tu donnes le nom de l'heureux élu. C'est ce que fait Pindare. L'heureux élu, c'est... Bravo, Ménélas, voilà. Joli. Et seulement, le problème, c'est que, bravo quand même, c'est que quelques mois plus tard, eh bien, un prince troyen, un certain Paris, va enlever la belle Hélène, ce qui nous amène à la deuxième question. Effectivement. Alors, faudrait que ça marche normalement. Voilà. On a un petit problème technique. On a pu lancer la première et là, clic gauche. Bon, alors, voilà. Tableau des scores. JB, Agala, Athéna, Nat Patate, joli pseudo, et Elisa. On est parti. Question numéro 2. Qu'est-ce qui déclenche l'enlèvement de la belle Hélène et par conséquent la guerre de Troie? Une histoire de vengeance? Une histoire d'argent? Une histoire d'ivrogne? Ou une histoire de pommes en or? Ah. On voit qu'il y a des désaccords, hein. Le verdict est tombé. Pour 23 d'entre vous, c'est une histoire de vengeance. Ça arrive dans l'Antiquité. Il y en a un pour qui c'est une histoire d'ivrogne. Et parfois, la boisson rend jaloux, effectivement. Une histoire d'argent. Ou, pour 46 d'entre vous, une histoire de pommes en or. Catherine, éclairez. Et oui, alors une histoire de pommes en or. Donc nous sommes sur le mont Pélion et c'est le mariage de la déesse Thétis et du roi Pélée. Tous les dieux de l'Olympe ont été invités, tous les dieux, à l'exception de la déesse... Bravo. Éris, déesse de la discorde. Elle est furieuse. Que va faire Éris? Elle fait rouler une pomme d'or donc sur le sol, sur laquelle est écrit « Pour la plus belle ». Alors, Héra s'en empare et dit « c'est moi la plus belle. Je suis la femme de Zeus, donc évidemment, ce titre me revient. » Seulement, Athéna n'est pas d'accord. Athéna dit « Mais non, mais d'accord, toi, tu es la femme de Zeus, mais je suis sa fille préférée. C'est moi la plus belle. » Et puis, Aphrodite s'en mêle à son tour et dit « Je suis la déesse de l'amour, la plus susceptible de toutes d'inspirer le désir amoureux. C'est donc à moi que doit revenir cette pomme. » Donc, vous l'avez compris, c'est la querelle, elles se disputent. Les dieux ne veulent en aucun cas trancher cette querelle parce que s'ils choisissent une déesse, ils vont se mettre les deux autres à dos. Et donc, que font-ils dans ces cas-là? Toujours la même chose, ils refilent la patate chaude à un humain. Et en l'occurrence, l'humain, ça va être... Non, ils sont trop forts, trop forts. Voilà, ça va être Paris. Les trois déesses vont essayer de soudoyer Paris. Athéna, qui est la déesse militaire, va proposer à Paris une puissance militaire. Héra, qui est la politique, puisque femme du souverain, lui propose un royaume. Et Aphrodite, la déesse de l'amour, propose... Voilà, vous savez tout, hein, franchement. On a bien fait de durcir la suite. Voilà. Donc, Paris choisit Hélène et c'est cet enlèvement qui déclenche la guerre de Troie et notre troisième question. Oui, et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours bien penser la liste de ses invités quand on fait une grosse fête. Alors, déjà, avant la troisième question, un petit bilan sur les scores. Nausicaa. Nausicaa 21 en tête. Très mythologique. Monsieur Savoureux. Malane, king du quiz. Ouais, il faut arriver sur le podium, king du quiz. Il va falloir encore accélérer. Et Camille. On est parti pour la troisième question. Vous êtes prêts? Voilà. Question numéro 3. Combien de temps dure la guerre de Troie? 1 an, 10 ans, 50 ans ou 100 ans? Vous remarquerez qu'on n'a pas fait de piège du genre la guerre de Troie dure 3 ans. On a quand même essayé de réfléchir nos réponses.
On a été hyper sympa. Hein. Ouais. Alors, 4 voix pour 1 an, 6 pour 50 ans. La majorité pense que c'est 10 ans et 6 d'entre vous pensent que c'est 100 ans. Alors, Catherine? Eh bien, c'est 10 ans. La guerre de Troie dure 10 ans. Dans le grand poème homérique l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, il n'y a qu'une petite partie de ces 10 années qui sont racontées, puisque Homère ne raconte que quelques semaines de la dernière année de la guerre de Troie. Il raconte très exactement un épisode de cette guerre, à savoir la colère d'Achille. Alors, Achille, qui est Achille ? Un héros grec. Alors, on y vient après au talon. Bravo. C'est le plus grand. On va donner les réponses avant. C'est le plus grand héros grec. C'est le plus rapide. C'est le plus vaillant. Homère l'appelle Achille au pied léger. Et cet Achille, avec tous les autres Grecs, il a participé à des razzias. C'est-à-dire que lors de la guerre de Troie, ils vont dans les cités avoisinantes et ils raflent tout ce qu'ils peuvent. Lors d'une de ces razzias, Achille gagne une captive qui s'appelle Briséis, voilà, qu'il aime tendrement. Or, Agamemnon, qui est le chef des Grecs, va lui ordonner de lui céder sa captive. Pour une sombre raison, parce qu'Agamemnon avait lui-même une captive qu'il a dû rendre. Achille est furieux. Alors d'abord, il commence à injurier copieusement Agamemnon avec toutes sortes de noms d'oiseaux que je ne citerai pas ici parce qu'il y a de jeunes candidats. Et ensuite, que fait Achille ? Il se retire sous sa tente. C'est-à-dire qu'il va refuser de combattre. Or, c'est très grave parce que le devin Calchas a prédit que les Grecs ne pourraient pas gagner la guerre sans Achille. Qu'est-ce qui va débloquer la situation ? Le meilleur ami d'Achille, qui dans certaines versions est aussi son amant, Patrocle, va être tué. Et donc, à partir de là, il va être tué par Hector. À partir de là, Achille n'a plus qu'une idée en tête, venger Patrocle. Il sort alors de sous sa tente, reprend le combat, et la guerre de Troie peut continuer. Mais reste à savoir de quoi meurt Achille. Question suivante. Tu penses que ça pourrait être la question suivante ? Bon. Mais encore une fois avant, le point sur les scores. Malane qui prend la première place, Elisa qui est de retour, Monsieur Savoureux présent, Nausicaa 21 revient, Jean-Jacques apparaît, et King du quiz doit se remettre en selle. Donc on part pour la question 4. Question 4. De quoi meurt le héros Achille dont seul le talon est vulnérable ? D'une morsure de serpent sur le dit talon, d'une rupture du talon d'Achille. Et la médecine n'avait pas fait tous les progrès nécessaires à l'époque. D'une flèche reçue au talon, ou d'avoir marché dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne. Alors, une seule voix pour la mort en ayant marché dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne, ce qui était beau, ce qui était romanesque pourtant. Aucune voix pour la rupture du talon d'Achille. Bon. 5 voix pour la morsure de serpent, et vous pensez quand même majoritairement que c'est d'une flèche reçue au talon. Et vous avez raison. Alors, on va rappeler la fameuse histoire du talon d'Achille que mademoiselle connaissait manifestement. Donc, la mère d'Achille, c'est la déesse Thétis. Elle est contrainte par les dieux d'épouser un mortel, d'épouser Pelée. On en a parlé tout à l'heure de leurs noces. Pourquoi est-elle contrainte d'épouser un mortel ? Parce qu'on a prédit que son fils deviendrait plus puissant que son père. Or, ça, c'est rédhibitoire chez les dieux. Tous craignent un jour d'engendrer un rejeton qui les supplantera. Comme d'habitude, la patate chaude, on la refile à un humain, et c'est donc Pelée qui épouse Thétis. Mais Thétis, elle est furieuse d'épouser un mortel. Elle est furieuse pourquoi ? D'une part parce que c'est déchoir, et d'autre part parce que ça signifie que tous ses enfants seront mortels. Alors elle va s'employer, Thétis, à rendre ses enfants immortels. Le problème, c'est qu'au début, il y a quand même quelques petits ratés.
à savoir 6 enfants, qu'elle plonge dans le feu en espérant les rendre immortels, moyennant quoi ça a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle les tue tous. Voilà. Quand vient le tour d'Achille, qui est le 7e enfant, fort heureusement, elle a affiné sa méthode et elle le plonge dans le Styx. Mais alors, comme sans doute beaucoup d'entre vous le savent, vas-y. Voilà, bravo. Voilà, parce qu'elle l'a maintenu par le talon. Il ne fallait pas non plus qu'il coule, déjà qu'elle en avait tué 6. Donc voilà. Et donc seul le talon était vulnérable. Lors de la guerre de Troie, alors que donc Achille a vengé son ami Patrocle en tuant Hector, eh bien c'est le prince troyen Paris qui, aidé d'Apollon, parce que Apollon c'est entre autres le dieu des archers, eh bien décoche une flèche qui blesse Achille au talon et qui le tue. Mais ce n'est pas la mort d'Achille qui met fin à la guerre de Troie. Question suivante. Et encore avant, le point score que vous attendez tous. Elisa, solide, fidèle au poste. Malane est toujours là. Jean-Jacques qui progresse. Camille et Nausicaa, 21. Retour de Nausicaa. Exactement. Et on part donc pour la 5e question. Quelle construction géante permet aux Grecs de remporter la guerre? Réponse A, un cheval en bronze, un cheval en bois, un cheval en plastique. Et oui, les Grecs ont inventé beaucoup de choses. Ou alors, est-ce que c'est d'avoir marché dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne? C'est bizarre, Alors là, les avis sont tranchés, encore une fois. 5 d'entre vous pensent que c'est un cheval en bronze. Et 66 d'entre vous pensent qu'il s'agit d'un cheval en bois. Catherine? Cheval en bois, bravo à vous tous, enfin la majorité d'entre vous. Cette ruse chez Homère, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas été inventée par Ulysse. Chez Homère, c'est un certain Épéios, qui est un autre héros grec, qui invente ce stratagème du cheval de Troie. L'idée est la même, construire un immense cheval en bois. Durant la nuit, une grande partie de l'armée grecque se cache dans le cheval et l'autre partie de l'armée se cache sur une île au large de Troie. Les Grecs se réveillent le lendemain matin et ils ont l'excellente surprise de voir que les rivages de Troie sont déserts, plus aucun Grec. L'armée grecque est partie. Et en plus, court une rumeur selon laquelle s'ils font entrer ce cheval à l'intérieur de leurs murailles, ils gagneront définitivement la guerre. Donc c'est ce qu'ils font. Ils font entrer le cheval, la guerre est terminée, c'est la fête, ils boivent, ils dansent, ils boivent, ils chantent, ils boivent, ils s'amusent, ils boivent. Et quand la nuit est venue et qu'ils sont vraiment complètement saols, les Grecs descendent du cheval, ouvrent grand les portes de Troie, et tous les autres Grecs qui se sont massés derrière entrent dans Troie, et c'est le saccage de la ville. Cette ruse, elle est racontée non dans l'Iliade, puisque je vous l'ai dit, l'Iliade, ça ne raconte que quelques semaines de la dernière année de Troie, c'est raconté dans l'Odyssée. L'Odyssée, en grec, ça signifie l'histoire d'Ulysse, puisque Ulysse se disait Odysseus. Mais qui est Ulysse? C'est une bonne question, dis-moi. On aurait dû la mettre dans le quiz. Ah oui, mais je suis d'accord. Le point score. Oh, Elisa, Malane, Jean-Jacques. On a un podium qui commence à se détacher. Donald du 45 qui arrive et Camille. Et on a Franck quand même qui vient de faire un combo de 4 bonnes réponses. Attention, il est lancé. Question numéro 6. Qui est Ulysse? Dis donc, Catherine, tu vois, tu avais raison, c'est une excellente question. Le roi de Troie est le mari de Pénélope. Le roi d'Athènes est le mari de Clytemnestre. Le roi d'Ithaque est le mari de Pénélope. Ou le roi d'Athènes est le mari de Télémaque. Ah, alors, une réponse pour le roi d'Athènes et le mari de Télémaque, 2 pour le roi d'Athènes et le mari de Clytemnestre,
7 pour le roi de Troie et le mari de Pénélope. Et vous êtes une majorité à penser qu'il s'agit du roi d'Ithaque et du mari de Pénélope. Et vous avez raison. Donc Ulysse, c'est le roi d'Ithaque. Donc c'est un petit roi. Hein. Ithaque, c'est une petite île. C'est pas un grand roi, justement, comme le roi d'Athènes. C'est le mari de Pénélope et c'est le père de Télémaque. Télémaque est le fils d'Ulysse. Quand la guerre de Troie éclate, Ulysse ne veut surtout pas y aller. Il est très heureux sur son île avec sa femme, son fils. Il ne veut pas partir. Donc, quand il apprend que Ménélas et son cousin débarquent à Ithaque pour l'emmener à Troie, que fait Ulysse, l'homme aux 1000 ruses? Eh bien, évidemment, il ruse. Il ruse et il attelle à une charrue un bœuf et un âne et il se met à semer du sel. Alors, quand Ménélas et son cousin voient ça, ils se disent « mais il est complètement fou ». Complètement fou ou très rusé, puisqu'ils le connaissent quand même. Que fait alors le cousin de Ménélas ? Bravo. Voilà, donc effectivement, donc il prend Télémaque nourrisson, il le place devant la charrue. Dès lors, Ulysse a deux solutions. Soit il continue à simuler la folie et à ce moment-là, il tue son fils, mais il ne part pas à Troie. Soit il arrête sa comédie et sa charrue et il part à Troie, il sauve la vie de son fils. Donc Ulysse partira à Troie. Il va partir à Troie, il va mettre 20 ans à rentrer. Pourquoi va-t-il mettre 20 ans à rentrer alors qu'on a dit que la guerre de Troie... Non. Alors qu'on a dit que la guerre de Troie ne durait que 10 ans, eh bien, peut-être que nous allons bientôt l'apprendre. Et probablement. Et donc, on peut dire, pour ceux qui ont fait le service militaire, Ulysse est le premier à avoir essayé de se faire réformer P4. Voilà, ça vient de loin, quand même, vous voyez. Les scores. Elisa, Malane, Jean-Jacques, fidèle au poste, solide, Monsieur Savoureux et Camille. Il y a des noms qui reviennent. Quand même. Oui. On continue. Question numéro 7. Qui condamne Ulysse à un très long et très pénible voyage de retour? Artémis, à cause de la façon dont les Grecs se sont comportés à Troie, justement. Poséidon, car Ulysse a aveuglé son fils le Cyclope. Zeus, car il veut en profiter pour s'unir à Pénélope. Ça serait pas surprenant de Zeus, il faut le dire. Et Dionysos, car Ulysse a descendu cul sec son vin préféré. Alors, aucune personne pour Dionysos, et vous avez raison, tout le monde sait que Dionysos a une excellente cave, il n'est pas une bouteille près. 4 personnes pour Zeus, car il veut en profiter pour s'unir à Pénélope. 5 pour Artémis, à cause de la façon dont les Grecs se sont comportés à Troie. Et la majorité pense que c'est Poséidon, car Ulysse a aveuglé son fils le Cyclope. Et encore une fois, la majorité a raison. Alors, que s'est-il passé? Ulysse, on l'a dit, il est très rusé, mais c'est aussi un personnage très curieux. Au début de son voyage, il passe à côté de l'île des Cyclopes. Et il décide, avec 12 hommes, d'aller voir à quoi ressemblent ces Cyclopes. Il n'est pas déçu. Parce que le cyclope qu'il visite, donc non seulement c'est un géant doté d'un seul œil, comme tous les cyclopes, mais c'est surtout un anthropophage qui commence à dévorer tous les hommes d'Ulysse, les uns après les autres. Comment Ulysse s'en sort-il? Par la ruse. Par la ruse. Tu as de la concurrence, Oui, non, mais c'est ça, puis il ne faut pas spoiler. Alors, par la ruse, donc, petit 1, il fait croire au cyclope qu'il s'appelle personne. Vous êtes trop fort. Petit 2, il enivre le cyclope. Quand le cyclope est tellement ivre qu'il s'endort, il crève l'œil unique du cyclope avec un épieu. Polyphème se met alors à hurler. Tous les autres cyclopes de l'île accourent, se massent devant l'entrée de la grotte qui est fermée par un énorme rocher. Et là, il demande « Polyphème, quelqu'un veut-il te tuer ?» Et là, Polyphème répond « C'est personne !» Alors, tous les cyclopes retournent se coucher, mais Ulysse ne s'en sort pas à si bon compte, puisque Polyphème est le fils du puissant dieu de la mer Poséidon. Poséidon va vouloir venger son fils,
Et donc, il va déclencher tempête sur tempête. Il va retarder le voyage d'Ulysse. Donc, Ulysse va mettre effectivement 10 ans à rentrer chez lui. Il rentrera chez lui. Il avait 12 bateaux au départ de Troie. Il n'en a plus aucun à son retour à Ithaque. Il a perdu tous ses compagnons. Et encore, doit-il se déguiser en mendiant pour retourner chez lui, pour retrouver Pénélope. Et peut-être allons-nous bientôt parler de Pénélope. Alors, Malane en tête, Elisa, Jean-Jacques, Monsieur Savoureux et Nat Patate qui revient. On passe à la question suivante, question 8. Que tisse Pénélope, justement? Un linceul pour le père d'Ulysse, Laërte. De nouveaux rideaux pour sa salle à manger. Un linceul pour Ulysse, depuis le temps qu'il est parti. Ou une robe de mariée pour elle-même. Ah, alors là, c'est beaucoup premier plus... cas de figure aussi serré. 3 personnes pour les rideaux. Qui a dit qu'on n'avait pas le souci de l'intérieur en Grèce à cette époque-là? C'est vrai. 21 personnes pour un linceul pour le père d'Ulysse, Laërte. 23 personnes pour le linceul pour Ulysse. Et 23 personnes pour une robe de mariée pour elle-même. Catherine, éclairez-nous. Eh bien, effectivement, c'est un linceul pour le père d'Ulysse, Laërte. Alors, Pénélope, Ulysse, c'est l'homme aux 1000 ruses, mais on pourrait dire aussi de Pénélope que c'est la femme aux 1000 ruses. Pénélope, elle est très rusée. Et sa ruse la plus célèbre, eh bien, c'est celle-ci, à savoir que, comme son mari, Ulysse, ne revient pas de Troie, une horde de prétendants harcèle Pénélope pour l'épouser et pour monter sur le trône d'Ithaque. Pénélope, c'est l'incarnation de la femme fidèle. Donc, elle va essayer de gagner du temps. Et pour gagner du temps, elle met au point cette ruse. Elle dit aux prétendants, moi, je ne me marierai que lorsque j'aurai terminé de tisser le linceul pour Laërte, le père d'Ulysse. Tous les jours, Pénélope est devant son métier à tisser. Et toutes les nuits, elle défait ce qu'elle avait fait durant la journée. Voilà. Et sa ruse fonctionne un certain temps jusqu'à ce qu'une servante infidèle la trahisse auprès des prétendants. Mais fort heureusement, ça coïncide avec l'arrivée d'Ulysse à Ithaque. Ithaque, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il va faire des prétendants? Il va tous les massacrer. Et comme ça, il va retrouver son trône et sa Pénélope. On passe à un autre héros après le score, Orphée. Exactement. D'abord, le point score. Ah, oula, gros changement. Ouais. Artémis arrive en tête. Zeus, qui quand même connaît un peu ce genre d'histoire, est de retour. Camille, Audrey et Amandine. Question 9. Ah, ben on vous avait dit que ça se durcissait. Quel est le don du héros Orphée? Il a un don pour l'orfèvrerie. Il a un don pour la cuisine. Il a un don de métamorphose. Ou il a un don pour la musique. Alors, 1 pour l'orfèvrerie, 0 pour la cuisine, 12 pour la métamorphose et effectivement, Orphée a un don pour la musique. Et vous avez raison. Donc, Orphée, c'est un musicien hors pair. Pourquoi est-ce que Orphée est un si excellent musicien? Là encore, ça ne vient pas du hasard. Orphée, c'est le fils d'un roi, du roi de Thrace, mais c'est surtout le fils de la muse Calliope. Calliope, c'est la plus importante des muses et son nom signifie la belle voix. Donc, son digne fils Orphée chante tellement bien qu'il charme les bêtes sauvages, il charme les arbres qui se déracinent pour le suivre. Ouais, c'est ce que nous raconte Ovide. Il charme les cours d'eau et il charme même les pierres. Voilà. Et ce don pour la musique, comme on va le voir dans la question suivante,
c'est aussi une arme douce dont il va se servir pour surmonter toutes sortes d'obstacles. Mais d'abord les scores. Ah. Donc Artémis, Zeus, Camille, Audrey, Amandine. Question 10, on se rapproche du mi-parcours. Qui Orphée va-t-il chercher dans les enfers? Ah. Cassandre, Iphigénie, Eurydice ou Stéphanie de Monaco? Alors, ça serait pas illogique, il y a beaucoup de dieux, de déesses, de princes, de princesses dans la mythologie grecque. Je rappelle que Stéphanie vient du grec Stéphanos, qui signifie couronné, et que Monaco se disait monoïkos en grec ancien et était un comptoir phénicien. Mais je ne veux influencer personne. Hein. Ouais. Eh bien, non, effectivement, Stéphanie de Monaco n'a reçu qu'un suffrage. Cassandre 2, Iphigénie 5 et 63 pour Eurydice. Alors bien sûr, c'est Eurydice. Eurydice, c'est une nymphe passionnément aimée d'Orphée. Tous les deux se marient et le jour de leurs noces, Eurydice se fait mordre par un serpent et elle meurt. Pour Orphée, c'est insupportable. Il refuse ce deuil. Il refuse la mort d'Eurydice. Donc que fait-il? Eh bien, il va aller la chercher aux enfers. Pour aller aux enfers, il faut descendre un souterrain interminable qui mène jusqu'aux entrailles de la terre. Quand il a franchi ce premier obstacle, Orphée a encore 3 obstacles à franchir. Tout d'abord, il y a le passeur Charon. Le passeur Charon qui fait franchir le fleuve des enfers ne transporte que des vivants, donc il ne veut pas entendre parler d'Orphée. Deuxième obstacle, Cerbère. Cerbère qui a combien de têtes? 3. Et puis 3 gueules assez voraces. Hein. Et troisième obstacle, le dieu et la déesse des enfers, à savoir Hadès et Perséphone, qui, bien sûr, ne veulent pas d'un vivant chez eux. Grâce à son don pour la musique, Orphée va charmer tous ces personnages et il obtient donc de l'intraitable Hadès. Pourtant, il obtient qu'Eurydice retourne à la vie. Mais attention, Hadès pose une condition. C'est quoi la condition? Voilà. Durant ce retour vers la vie, Orphée, à aucun moment, ne doit jeter un coup d'œil en arrière, sans quoi Eurydice retournera définitivement dans les enfers. Donc, Orphée accepte, bien sûr, et il commence ce long trajet dans ce souterrain qui dure des heures, qui dure des jours, et il est taraudé par le doute. Est-ce que Hadès ne s'est pas moqué de lui? Est-ce qu'Eurydice est bien derrière? Ou est-ce que Eurydice épuisée ne s'est pas arrêtée? Il est presque arrivé, il voit poindre le jour, et là il jette un coup d'œil mais furtif derrière lui. Et il voit qu'Eurydice est là. Quelques dixièmes de seconde, parce qu'aussitôt elle est avalée, happée en arrière par les enfers, puisque Orphée n'a pas respecté l'ordre d'Hadès. Voilà, Orphée donc mourra bientôt. En fait, la mort d'Orphée dans les Métamorphoses d'Ovide coïncide avec le début d'un autre mythe qui est celui de Midas, dont nous allons entendre parler tout de suite après le score. Allez. Alors, avant de partir plein pot vers Midas. Ouais, merci. Le moment que vous attendez tous, le point sûr. Voilà. Ah, Artémis et Zeus toujours, Camille, Amandine et Caradoc. Parce que la mythologie, c'est la vie. Exactement. Très bien. Question numéro 11. Pourquoi le roi Midas se retrouve-t-il avec des oreilles d'âne? Faut demander à Anne Hidalgo, qui a répondu... Apollon le punit pour ne pas reconnaître sa supériorité musicale face à Pan. Zeus le punit pour avoir dérobé un troupeau d'ânes sacrés. Dionysos le punit pour avoir écouté le secret qu'il confia à un ami. Ou Arès le punit pour ne pas avoir écouté ses conseils guerriers. Ah, les avis sont partagés. 8 pour Arès, 17 pour Zeus,
20 pour Dionysos et 20 pour Apollon. Et c'était effectivement Apollon. Apollon, ben oui, Apollon. Alors, Midas, dans la mythologie, comme on dit, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, ou comme le disent nos amis québécois, c'est pas la saucisse la plus DG de la boîte. Un jour, Midas assiste à un concours de poésie entre, d'une part, le dieu Pan. Le dieu Pan, c'est le dieu des troupeaux, c'est le dieu des bergers, c'est un dieu sauvage qui joue de la flûte de Pan, donc une flûte en roseau qui est un instrument assez rustique. Et en face de lui, il a Apollon, qui est le dieu de la musique, et qui joue d'un instrument beaucoup plus subtil, à savoir la harpe. Tous les auditeurs sont d'accord, le vainqueur, c'est évidemment Apollon. Tous les auditeurs, sauf Midas. Et donc, comme Apollon trouve que Midas vraiment est indigne d'écouter de la musique, eh bien, il va l'affubler d'oreilles d'âne, ce qui va poser à ce pauvre Midas toutes sortes de problèmes, parce qu'il est quand même roi. Donc, pour un roi, apporter des oreilles d'âne, c'est compliqué. Donc, vous savez qu'ensuite, il va dissimuler ses oreilles sous un turban. Et puis voilà, il va essayer de les cacher, mais le problème, c'est que ses cheveux poussent. Donc, il fait venir son coiffeur pour que son coiffeur lui coupe les cheveux, mais le coiffeur voit à ce moment-là les oreilles d'âne, ne peut taire son secret. Que fait le coiffeur? Bravo, il creuse un trou dans la terre pour enfouir le secret. Simplement, des roseaux poussent. Et quand les roseaux qui ont poussé à cet endroit sont agités par le vent, eh bien, une rumeur se répand dans la ville. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Après cet anti-héros, nous allons passer à un héros, Thésée, mais d'abord le score. Ouh mince. Alors, grâce à quoi le héros Thésée parvient-il à sortir du labyrinthe où est enfermé le Minotaure? Grâce aux sandales ailées que lui a prêté le dieu Hermès? Grâce au fil d'Ariane? Grâce aux ailes que lui a fabriquées Dédale? Ou grâce au guide Mikélinos, ancêtre grec du guide Michelin, Tout à fait. et de bons conseils déjà à l'époque? Alors, là, une grosse majorité se détache pour le fil d'Ariane. Catherine. Mais bien sûr, c'est le fil d'Ariane. Alors, rappelons que Thésée, c'est le fils d'Égée, et Égée est le roi d'Athènes. Or, Athènes, en raison d'une sombre histoire, doit livrer chaque année à la Crète un tribut, et pas n'importe lequel, 7 jeunes gens et 7 jeunes filles qui sont donnés en pâture à un monstre, le Minotaure. Le Minotaure, il est mi-homme, mi-taureau. Et ce monstre est enfermé dans un labyrinthe inextricable. Thésée décide d'aller affronter le Minotaure. Autant vous dire qu'il est mal parti, puisqu'on ne peut pas sortir du labyrinthe et que le Minotaure, quand même, c'est un adversaire assez redoutable. Sa chance, c'est qu'avant de partir, Thésée va sacrifier une chèvre à la déesse Aphrodite. Donc la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, va aider Thésée. Que fait-elle? Elle inspire à Ariane, qui est la fille de Minos, donc la princesse de Crète, un amour passionné pour Thésée. Dès lors, Ariane n'a plus qu'une idée en tête, permettre à Thésée de s'échapper du labyrinthe. Elle va voir Dédale, qui est le génial inventeur, et elle lui demande une solution. Et c'est là que Dédale donne à Ariane un fil. Ariane donne ensuite ce fil à Thésée. Quand Thésée entre dans le labyrinthe, il attache le fil à l'entrée du labyrinthe. Il déroule le fil au fur et à mesure de sa progression, tue le Minotaure, et ensuite, pour sortir du labyrinthe, eh bien, il ne lui reste plus qu'à remonter son fil. Et voilà, et c'est pour ça que dans la langue française, un fil d'Ariane signifie un fil conducteur. Et voilà, question suivante qui nous mènera vers le père de Thésée, Égée. Alors, le point score. Artémis, Camille, Jean-Jacques, Monsieur Savoureux et Germsé. On part pour la question 13. Pourquoi le roi Égée meurt-il noyé? Parce qu'il se suicide, croyant que son fils Thésée est mort. Parce qu'un rival le précipite du haut d'une falaise. Parce qu'il glisse sur du savon et tombe tête la première dans sa baignoire.
Ou parce qu'un bateau a hissé des voiles rouges et qu'il n'aime pas le rouge. Alors, 4 personnes parce qu'un bateau a hissé des voiles rouges et qu'il n'aime pas le rouge. C'est vrai que c'est agressif, le rouge, parfois. Et la majorité pense que Égée se suicide parce qu'il croit que Thésée est mort. Alors voilà, c'est ça la bonne réponse. Thésée, c'est le fils unique d'Égée. Et en plus, Égée a eu beaucoup de mal à engendrer Thésée. Donc, autant vous dire que quand Égée apprend que son fils va partir affronter le Minotaure, il se fait beaucoup de soucis. Il convient donc d'un code avec son fils. Si son fils rentre vivant de Crète, le bateau hissera des voiles blanches. Et si son fils ne revient pas, eh bien les marins devront hisser des voiles noires. Chaque matin, Égée se rend sur le rivage et scrute l'horizon pour voir le bateau revenir. Il voit le bateau revenir et le bateau a des voiles noires. Pourtant, Thésée est vivant, mais simplement, dans l'euphorie de la victoire, il a oublié de hisser des voiles blanches. Et donc, Égée, désespéré, se jette dans la mer, qui depuis s'appelle... Voilà. Et voilà. Autre personnage qui va donner son nom à une mer, Icare, après le score. Et ça nous permet d'insister sur l'importance des codes couleurs. Et je vois beaucoup de jeunes gens, y compris dans les cartes en géographie, les codes couleurs, c'est important. Mais avant la prochaine question, le tableau des scores. Ah. On voit qu'il y a des écarts qui se creusent. Pourquoi Icare chute-t-il? Parce qu'il s'est approché du soleil, parce qu'il a eu l'orgueil de voler jusqu'au nid de l'aigle de Zeus, parce qu'il est tombé de l'oiseau phénix qu'il chevauchait, ou parce qu'il a glissé sur une peau de banane, ce qui serait l'origine du gag. Le gagos. Le gagos, en grec. Alors, 1 pour l'origine du gagos, 5 pour l'oiseau phénix, 2 pour Zeus, et une grande majorité pense que Icare chute parce qu'il s'est approché du soleil. Voilà, bien, c'est tout à fait ça la réponse. Icare, c'est le fils du génial Dédale, donc architecte du labyrinthe. Or, Minos en veut beaucoup à Dédale d'avoir donné le fil à Ariane qui a permis à Thésée de s'échapper. Et donc, pour le punir, il ordonne de coffrer Dédale dans son Dédale, sans le fil, mais avec son fils, à savoir Icare. Comment Dédale fait-il pour s'en sortir? Eh bien, avec des plumes, il fabrique des ailes, il donne une paire d'ailes à son fils Icare, il en prend une autre pour lui-même, et il dit à Icare, surtout Icare, ne t'approche pas du soleil. Sans quoi la cire qui maintient les plumes va fondre et tu vas tomber. Simplement, Icare, ivre du plaisir de voler, oublie l'avertissement de son père, s'approche du soleil, la cire fond, et il tombe dans la mer qui, depuis, s'appelle la mer Icarienne. Alors, les scores. On continue un peu dans la même direction. Question suivante. Question 15. À quel supplice est condamné Tantale? À mourir de faim car sa nourriture était volée ou souillée par les harpies. À contempler éternellement des femmes superbes sans pouvoir les approcher. À revivre éternellement la journée de la marmotte. Ou à mourir éternellement de soif et de faim, mais entouré d'eau et de fruits. Alors, une majorité pense qu'il est condamné à mourir éternellement de soif et de faim, mais entouré d'eau et de fruits. Mais bravo, donc c'est tout à fait ça. Donc Tantale, c'est le roi d'Asie. Tantale, c'est l'ami des dieux. Il est si ami des dieux que très souvent, les dieux l'invitent à sa table. Alors un jour, Tantale se dit, je vais leur rendre leur hospitalité et moi aussi, je vais les inviter à dîner. Sauf qu'il a l'idée très saugrenue de leur servir à manger son propre fils Pélops. Donc, les dieux veulent le punir pour cet infanticide. Et à quoi est-il condamné? Eh bien, il se retrouve aux enfers.
Il a les pieds qui baignent dans l'eau, il est entouré d'arbres fruitiers, mais dès qu'il veut se baisser pour boire l'eau, eh bien la terre absorbe l'eau, ce qui fait qu'il ne peut pas du tout en boire. Et dès qu'il lève la main pour saisir un fruit, le vent chasse les branches, ce qui fait qu'il ne peut pas s'en saisir. Donc il est effectivement éternellement condamné à mourir de faim et de soif. Et la prochaine question traite elle aussi d'un châtiment divin. Ah, on a quelques modifications. On continue. Question 16. Que fait Zeus pour punir Prométhée d'avoir volé le feu sur le mont Olympe? Il oblige les hommes à travailler pour se nourrir. Il crée la première femme, Pandore. Il rompt tous les os de Prométhée les uns après les autres. Ou il fait périr Prométhée par le feu. Comment ? Alors, là encore, un débat serré. Et voilà. Il crée la première femme, Pandore. Ouais, il crée la première femme Pandore. Alors ceux qui ont répondu, il oblige les hommes à travailler pour se nourrir. C'est pour une autre faute commise par Prométhée, c'est quand il a mal partagé la viande, la part des hommes et des dieux pour la viande. Hein. Donc, alors pourquoi est-ce que la première femme est une punition, hein? On peut se poser la question quand même. Hein. Alors Pandore va être une punition parce qu'elle va ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'elle se retrouve un jour en face d'une jarre sur laquelle est écrit en gros « ne pas ouvrir ». Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre. Tous les maux de la terre en sortent, la guerre, la maladie, la souffrance, l'avarice, etc. Sauf l'espoir reste coincé, ce qui a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. Voilà, et Zeus n'oublie pas non plus de punir Prométhée, puisque Prométhée, vous le savez, est condamné à avoir son foie éternellement dévoré par un aigle. Autre héros qui va être torturé par le destin, Oedipe. Le petit point score rapidement. Germsé passe en tête. Ah, on continue. Comment Oedipe conquiert-il le trône de Thèbes? Par la force, en résolvant l'énigme du Sphinx, en tuant son père, ou grâce à l'aide d'Athéna? On n'aura pas le temps. Ah, Catherine, une explication sur le Sphinx? Alors bien sûr, c'est le Sphinx, hein, puisque donc Oedipe résout l'énigme du Sphinx. Vous la connaissez. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi, à 3 pattes le soir? C'est l'homme, hein, puisque le matin de sa vie, il marche à 4 pattes, au midi de sa vie à 2 pattes, et le soir à 3 pattes, puisqu'il cède d'une canne. Voilà, et c'est comme ça, effectivement, que Oedipe devient le roi de Thèbes. On va passer à un autre héros, ensuite Héraclès. Elisa prend la tête, Artémis qui suit et John Lackland qui arrive. Question 18. Quelle apparence prend Zeus pour passer une nuit avec Alcmène et enfanter Héraclès? Celle de son mari, celle d'un cygne, celle d'un aigle ou celle d'une pluie d'or? Et la majorité a trouvé, il prend l'apparence du mari d'Alcmène. Mari qui s'appelle Amphitryon, parce que Alcmène, c'est comme Pénélope, c'est une femme très fidèle. Donc Zeus profite du fait qu'Amphitryon est parti à la guerre pour prendre l'apparence d'Amphitryon et frapper à la porte d'Alcmène. Il passe une nuit très longue avec elle, parce que Alcmène, c'est la plus belle femme de Thèbes, donc autant en profiter. Donc, il retarde l'arrivée du soleil et passe une nuit 3 fois plus longue avec elle. Et ils engendrent ainsi Héraclès. Le problème, c'est que le lendemain, le véritable mari d'Alcmène arrive, Amphitryon, qui a aussi envie de passer la nuit avec sa femme, qui est un petit peu fatiguée. Et ils engendrent un deuxième enfant, Iphiclès. Voilà. Mais Héra est très jalouse de ce fils illégitime de Zeus, Héraclès, qui va nous amener à la question suivante. Et on passe un peu vite pour les scores, comme ça on découvrira à la fin.
Combien de travaux doit initialement accomplir Héraclès pour expier la mort de ses enfants? Ah, Attention. 12, 13, 10 ou 14? Il y en a qui commencent à se dire, il y a peut-être un piège. S'il y en a, nous tenons à vous dire que ce n'est pas nous, nous ne sommes pas vicieux. C'est la faute à la mythologie. Et effectivement, la bonne réponse était 10 et non Bravo. 12. Catherine. Ah, c'est 10. Oui, c'est 10 la bonne réponse. Vous avez majoritairement voté pour 12. Alors, au départ, Héraclès est condamné à des tiges, travaux d'intérêt général, pour avoir tué sa femme, ses enfants, etc. Et les tiges, c'est assassiner, exterminer les pires monstres de la Grèce. Simplement, 2 de ces travaux vont être refusés par Eurysthée, qui est celui qui lui donne à faire ces travaux. Le travail qui consiste à exterminer l'hydre de Lerne parce qu'il s'est fait aider par son neveu Iolaos, et un autre travail, nettoyer les écuries d'Augias, parce qu'il a demandé à être payé. Donc c'est pour ça que Eurysthée lui ajoute 2 travaux supplémentaires. Au final, il y a 12 travaux, mais initialement, il devait y en avoir 10, il y avait un piège. Et oui. Et on va revenir sur le premier de ces travaux. Ah, John Lackland qui prend la tête, attention. Question 20. Comment Héraclès parvient-il à écorcher le lion de Némée dont le cuir est réputé impénétrable? Il demande à son père Zeus de lui prêter sa foudre. Il utilise un poignard forgé par Héphaïstos. Il utilise le venin de l'hydre de Lerne. Ou il utilise les griffes du lion de Némée. Ça se complique un peu là. Ah. Et la bonne réponse, c'était qu'il utilise les griffes du lion de Némée lui-même. Ouais, bravo, parce que c'était pas facile. Mais oui, seul le lion de Némée est capable de faire la peau au lion de Némée. Et donc Héraclès utilise les griffes. Ensuite, il utilisera cette peau comme une cuirasse et il s'en revêtira pendant tout le reste de ses travaux. On va passer ensuite à une aïeule d'Héraclès, Gaïa, la déesse Gaïa. Alors, question 21. Gaïa est la mère d'Ouranos. Mais qui est son père? Zeus, il n'en a pas. Dark Vador et Chronos. Et il n'en a pas, effectivement. Il n'en a pas, mais oui. Gaïa la Terre, qui est la première à sortir du chaos, est seule. Et donc, elle engendre Ouranos sans l'aide d'aucun partenaire masculin. Donc, il n'y a pas de père. On va passer à une autre naissance un peu particulière, celle d'Athéna. Comment naît la déesse Athéna? Elle sort de la tête de Zeus. Elle sort de la cuisse de Zeus. Elle naît de la terre athénienne, d'où son nom. Elle est recrachée par Zeus qui avait avalé sa mère, Métis. J'adore. Alors, elle sort effectivement de la tête de Zeus. Voilà, Zeus, il est le roi des dieux, c'est le plus fort. Il épouse Métis, qui est la déesse de l'intelligence, et il veut incorporer l'intelligence, être à la fois le plus fort et le plus intelligent. Comme Métis a le don de métamorphose, il demande à Métis de se transformer en goutte d'eau. Il recueille cette goutte d'eau sur son index et il l'avale. Petit problème, Métis attendait un enfant. Donc Zeus se retrouve enceint. Et voilà, il est un petit peu ballonné au niveau de la tête, parce que c'est au niveau de la tête que ça se passe. Et donc, il demande à Héphaïstos, qui est le dieu des forgerons, de fendre son crâne. Et de son crâne sort la déesse Athéna. Et tout le monde sait que chez les hommes, c'est toujours au niveau de la tête que ça se passe.
Question 23. À quel groupe de déesses semeuses de discorde appartient Mégère? Ouais, ça se complique de plus en plus. Les sirènes, les érinies, les vampes ou les harpies? On peut pas choisir, il n'y a pas deux choix possibles. Non. Non. Bon. Et ce sont effectivement les érinies. Bravo, bravo. Voilà, les érinies, ce sont des déesses dont la mission est de venger les crimes familiaux. Hein. Et on va les appeler ensuite les Euménides. C'est leur deuxième nom, parce que dans un deuxième temps, elles vont avoir une autre fonction. Elles ont des têtes hérissées de serpents et on va passer dans la question suivante à une autre créature dont la tête est hérissée de serpents, à savoir Méduse. Et où termine la tête de Méduse justement après que Persée l'a coupée? Au fond du souterrain en bronze où Danaé et Persée ont été enfermés, sur le bouclier d'Athénas qui en fait une arme redoutable, au fond de la mer où elle transforme les algues en coraux, ou sur la cheminée de Persée, mais tournée à l'envers. Et vous avez majoritairement trouvé la bonne réponse sur le bouclier d'Athéna. Voilà, bravo. Donc le regard de Méduse, on le sait, pétrifie, d'où le verbe français méduser. Et c'est très compliqué donc pour Persée de la décapiter parce qu'il ne peut pas la regarder. Heureusement, sa demi-sœur Athéna tend un bouclier et donc Persée va s'aider du reflet de Méduse dans le bouclier pour viser juste et pour lui couper la tête. Vous êtes prêts? Dernière question. Tous jouent là. Tous ces efforts. Et on est parti. Quelle est la petite particularité des Hécatonchires? Ils ont la puissance de la déesse Hécate et le physique du centaure Chiron. Ils ont la force de 100 cyclopes. Ils ont 50 têtes de dragon et 100 bras humains. Ou ils ont 100 bras et 50 têtes chacun. Bravo. Et vous avez trouvé la bonne réponse, Bravo. Remarquable. Voilà, ils font partie des enfants d'Ouranos et de Gaïa avec les titans et les cyclopes. Eka, ça veut dire 100 en grec. Donc voilà. Eh ben bravo, hein. Vous êtes bravo, très fort, bravo, vous pouvez vous applaudir. Et on continue à applaudir pour voir le classement final. 3e, Aspasie, bravo. 2e, Elisa. Et le vainqueur qui va venir chercher la BD, un dessin tout de suite, c'est John Lackland, on l'applaudit bien fort. Bravo. Alors, un exemplaire de la BD qui va vous être remis par Catherine. Et le dessin qui va être remis par Philippe. Et voilà. Elisa, venez, bravo. Je vais pas les remettre. Vas-y. On revient sur le podium. Et Aspasie, bravo. Alors j'aimerais bien qu'on puisse continuer à voir la suite du classement. Mais on a d'autres dessins. Finalistes donc, en numéro 4, Artemis. Allez Artemis, venez chercher votre dessin. Vous ne voyez pas les dessins, vous ratez quelque chose, il faut aller montrer. Et j'ai l'impression que je peux plus... Eh oui, mais je l'ai rejoué l'animation. Alors, j'essaye de retrouver... Non, mais c'est pas pratique.
Et Germe C, 5e, qui peut venir chercher son dessin également. Bravo, merci. Et pour la BD, on va la donner à Elisa, puisqu'elle est 2e. On ne peut pas avoir le dernier du classement. Et oui. Et malheureusement, avec notre logiciel, on ne peut pas voir qui a eu le moins de points. Et oui. Mais... Alors, en tout cas, le dernier dessin, il va à la demoiselle aux lunettes rouges qui a participé vraiment de façon tout à fait exceptionnelle. Bravo à toi, hein. Alors, attendez, on regarde. Alors, on est en train de voir si on peut... Alors... Ou alors celui qui a fait exprès de répondre. On devrait peut-être on devrait y arriver. Finalement, on devrait y arriver. Le suspense est insoutenable. Jamais, jamais dans un quiz, on a attendu avec autant d'impatience le nom du dernier. Ah, il y en a deux que j'y crois. Ah, si. Ah oui, il y en a plein qui ont fait 0. Bon, marrant. Et le dernier est Tartacus. Tartacus. Qui est Tartacus? Oh! Ah oui, alors Tartacus, étant donné son jeune âge, effectivement, Bon. c'est très bien. Comme ça, elle va pouvoir apprendre beaucoup de choses. Mais voilà, c'est parfait, c'est parfait. Bravo Tartacus! Et l'important, c'est de participer. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier Catherine et Philippe. Je vous encourage vraiment à lire cette BD qui est enrichissante, puisqu'elle est très solide sur le fond, et en plus, on rit beaucoup. Donc, merci aux arènes de l'avoir publiée, et à très bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.